Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un mouvement qui est un mouvement assez peu connu dans l'histoire de Madagascar. Lorsqu'on parle des luttes anticoloniales dans le pays, on fait référence généralement au parti MDRM, le Mouvement démocratique de la rénovation malgache, et en même temps, on fait référence aussi au 29 mars 1947. Nous, on va essayer de parler de l'infrastructure clandestine de ce mouvement d'émancipation à Madagascar. Et les sociétés secrètes qui ont participé à cette lutte, eh bien, ce sont la VVS, Vivat Sakilk, de 1913 à 1915, le Panama, Parti national malgache, de 1941 à 1947, et la DJID, de 1943 à 1947. Pourquoi ces trois sociétés secrètes? Parce qu'il y a tout d'abord des filiations, même avec le parti MDRM, tant au niveau de la structuration du parti, au niveau des rituels mobilisés dans le cadre de ce mouvement d'émancipation, mais aussi au niveau des hommes. Pourquoi le secret? Et pourquoi ça nous intéresse d'étudier des sociétés qui vivaient dans la clandestinité, les membres vivaient dans la clandestinité? Eh bien, on est dans un contexte colonial. Et dans le contexte colonial, il y avait des restrictions sévères sur la liberté d'association et aussi sur la liberté d'expression des Malgaches. Donc, ces nationalistes se sont organisés en organisation secrète pour ne pas être immédiatement repérés. Parce que s'ils étaient repérés tout de suite, c'est l'emprisonnement. Autre problème posé aussi par ce recours, pas le recours, mais autre problème posé par le fait d'appréhender ces sociétés secrètes, c'est l'accès aux sources. Et dans ce cadre-là, nous avons été obligés de recourir aux témoignages oraux des membres de ces sociétés secrètes dont les survivants nous ont aimablement ouvert leurs portes pour qu'on puisse récolter leurs témoignages oraux, mais en même temps aussi leurs récits de vie. Et ces mémoires de ces anciens combattants des sociétés secrètes ont été très très riches parce que ça donnait leur vision, ça donnait comment ils vivaient les combats, comment ils vivaient le fait d'appartenir à des sociétés clandestines. Dans le cadre des sociétés secrètes, ce qui nous a le plus marqué, c'est qu'il y a cette velléité, cette volonté de participer à un mouvement d'émancipation en utilisant des armes modernes de la lutte anticoloniale, comme par exemple l'utilisation des journaux, comme l'utilisation des débats, etc., les manifestations. Mais il y avait un autre aspect qui était très très important à souligner, c'est le fait que cette lutte était considérée par les sociétés secrètes comme étant aussi une lutte identitaire, qu'il fallait mobiliser les us et coutumes traditionnels pour favoriser donc l'organisation interne des sociétés secrètes. Et dans ce cadre-là, il y avait un rôle central d'un rituel traditionnel qui est le Sutuvukak.
Mais en même temps, la cérémonie du Fatja, ces rituels qui étaient puisés dans les us et coutumes traditionnels servaient de mode opératoire pour garantir l'adhésion du nouveau membre, une sorte de rite d'initiation avec de la terre provenant des douanes en province, les lieux sacrés, mais à Tana, c'est de la terre provenant des tombeaux royaux à Mbuimanga. Vous avez aussi le pacte de sang qui scelle la fraternité indéfectible et le dévouement mutuel à la vie et à la mort, et ces rituels servaient enfin de garde-fous, de barrières de sécurité pour garantir le caractère secret de l'organisation. Pour ce qui est de la VVS, sa signification, c'est vivat sakelk, en français, fer, pierre, ramification, et qui renvoie à l'idée de la pierre, du fer, à l'idée très très dure de la pierre et du fer. Mais en même temps, à la structuration de la société, lorsqu'il parle de ramification en malgache, c'est sakelk, c'est-à-dire un réseau de participants, c'est ça la ramification. Pour son origine, c'était une société secrète qui a été fondée par des étudiants en médecine de l'école de médecine d'Antananarivo en 1913. Et vous avez parmi ces étudiants, vous avez des gens comme Ravwang, comme Ratsimbazafi, Robin Ramiandassou, Boniface Ramas, Michel Randi. Ce qui est important à noter, ce sont des étudiants qui appartiennent aux différentes régions de Madagascar. Autre aspect, il y avait aussi des propriétaires de journaux et des journalistes, écrivains et hommes de lettres, comme Niavana Ramanantoine, par exemple, Jasmine Naratsimset. Mais il y avait aussi des pères spirituels auxquels les membres ont recouru pour avoir le tsudjan, c'est-à-dire une garantie morale. Et ces pères spirituels, c'était des religieux, comme le pasteur Ravel John, le pasteur Rabar, le pasteur Razaf Maïef, le père jésuite Venance Manifet, les frères Julien et le père Raffring. Le VVS fut créé au lendemain d'une série d'articles dans le journal Panolzain, tenu par le pasteur Ravel John, qui parlait de la renaissance du Japon, qui rivalisait avec l'Occident. Et ces jeunes étudiants voulaient imiter l'exemple du patriotisme du peuple japonais. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils se sont regroupés et couraient assister aux conférences tenues par ces pères spirituels. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la société avait choisi d'être une société clandestine parce que, comme je l'ai dit, l'administration coloniale ne tolérait pas des organisations du genre de la VVS. D'autant plus que cette organisation va dénoncer aussi et va parler des injustices coloniales. Et dans les journaux transparaissaient, par exemple, des écrits de ces membres de la VVS qui montraient en fait leur volonté de dénoncer ces injustices coloniales. Vous avez ici une citation puisée dans le journal Ftarkian de Jasmine Ratsimset de novembre et de décembre 1915, un extrait qui disait, et je le cite ici, « Laisserai-je les faibles étranglés par les forts et resterai-je inactif devant l'oppression que subissent les dominés. Je me lèverai pour protéger les faibles,
pour qu'ils ne soient plus écrasés par les puissants. Fin de citation. C'est vraiment un vaste programme. Vous avez ici la photo des membres fondateurs de la VVS entourant le pasteur Ravelzon lors du 30e anniversaire de la VVS en 1943. Ce sont tous des intellectuels malgaches, mais par la suite, vous avez dans la photo, 30 ans après, quand même, l'âge est passé là. Cette société secrète, la VVS, a été découverte par l'administration coloniale en 1915. Et les membres ont fait l'objet d'un procès en février 1916. Un procès où de nombreux membres de la VVS ont été condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée à Mayotte et aux travaux forcés. Si on prend le cas de Ravang, par exemple, eh bien, il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il avait 21 ans à cette époque-là. Eh bien, une chasse aux sorcières va s'en suivre et des sanctions administratives furent prises contre les personnalités acquittées. Et bien que le mouvement ait été démantelé, le procès a transformé ces intellectuels en martyrs de la cause nationale. La deuxième société, c'est le Panama, Parti national malgache, 1941-1947. Le parti clandestin Panama a été créé par des fonctionnaires indigènes qui étaient installés à Tamatave. Vous avez Lucien Andremsiez, vous avez Édouard Ramanamiant, Rabena et Razaf Manantsou Robert. Par la suite, au fur et à mesure de son extension, eh bien, des membres provenant de la capitale vont rapidement renforcer ces précurseurs. Vous avez notamment des gens comme Ranefson Cheromkom, Andenar Velmouril, Rakutrabe Grégoire, Razaf Ndalamb, Thomas. Dans les biographies et témoignages que nous avons recueillis des membres du Panama, eh bien, les fondateurs soulignent tous l'influence de leur passage au sein des mouvements de jeunesse, surtout du scoutisme protestant. Parmi les signes distinctifs des membres de cette société secrète, c'était le port du chapeau Panama. C'est le signe distinctif de l'appartenance au Panama. Autre élément qui explique l'extension du Panama, c'est que le réseautage se basait sur le fait d'être condisciple dans les écoles régionales de formation des fonctionnaires à cette époque-là. Vous avez, par exemple, une citation d'Alain Ndemsiez que nous avons recueillie, où il disait et expliquait la fondation du Panama à Tamatave. Il disait « J'avais trouvé à Tamatave un camarade de classe, Édouard Ramanamiant. Ils ont été ensemble à l'école régionale de Mantasso. Nous avons, lui et moi, décidé de lancer le mouvement en secret, puisque nous ne pouvons pas faire de la politique. Notre projet était, au départ, de mener une campagne de presse contre l'effort de guerre imposé aux Malgaches, mais les résultats étaient médiocres. Et ils ont pris la décision, à partir de la fin de 1942, de recentrer sur Antananarivo la direction du parti. Ils vont instituer un comité central, présidé par Lucien Ndemsiez, où figuraient des gens comme Blaise Ratsimanzaf, qui était écrivain à la gare
Tananarive côte est de Tananarive. Razaf Ndambo, aussi qui était chef de garde de Tananarive. Joseph Andianzaf Tieloun, caissier à la Société Générale des Colonies Françaises. Robert Razaf Manantou, chef de canton à Manzakandine. Solomon Ratsimbazaf, qui était receveur des PTT à Manzakandine. Moril Landianarvel, écrivain comptable à la gare de Tamatave. Alexandre Ratsimbanfid, qui était chef de canton de la haute ville de Tananarive. Vous avez là l'exemple de ce réseautage parmi les fonctionnaires indigènes de l'administration coloniale. Et à partir de Tana, le Panama va devenir une organisation clandestine radicale, prônant une rupture totale avec la France. Le parti va profiter d'une conjoncture qui pourrait être qualifiée de favorable pour eux, parce qu'ils étaient les témoins des luttes fratricides entre les Français à Madagascar, entre les tenants du gaullisme et ceux partisans du maréchal Pétain, les vichistes. Le Panama va se doter, début 1943, d'un statut. Et tenez-vous bien, du fait de leur organisation clandestine, c'était un statut à mémoriser et à décliner oralement lorsqu'on faisait adhérer de nouveaux membres. Autre chose, le Panama, les membres disposaient aussi d'un code secret qui, là aussi, à cause de leur clandestinité, eh bien, c'était à mémoriser aussi pour la correspondance interne. Et j'ai été témoin de ça. Lorsque j'ai collecté le témoignage, par exemple, d'Andriana Arville-Moril, de Ranefson Jérôme Com, eh bien, ils m'ont décliné oralement la totalité des statuts du Panama. Et c'était pareil, la version de Ranefson Jérôme Com et celui de Andriana Arville-Moril. À partir de l'année 1946, le Panama va se distinguer par son appui à l'élection des députés. C'était Ravouang et Rachet. Mais tout en appuyant ces députés, le Panama, les membres, versaient aussi dans un activisme politique qui prônait la rupture, s'il le faut, violente, avec la France. Et vous avez ici une photo des militants Panama lors de la célébration du 50e anniversaire de l'insurrection populaire de 1947 en 1997 au mausolée national d'Avara-Chomboutsaïn, le 29 mars 1997. Ce qui est important à souligner ici, c'est le fait de remarquer, par exemple, pour le monsieur qui se trouve tout à gauche, le port du chapeau Panama. Le monsieur donc qui se trouve ici. Et à côté de lui, vous avez un ancien combattant avec sa tenue militaire de la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'il a gardée et il s'est présenté avec cette tenue lors de la commémoration du 50e anniversaire de 1947. Vous avez ici les membres du Panama qui étaient encore vivants lors de ce cinquantenaire. Troisième société secrète, la DIN. L'appellation renvoie à un nom d'oiseau mythique dans le sud-est et le sud de Madagascar, la DIN. C'est un oiseau mythique, un oiseau nocturne. Et cet oiseau, sous ses ailes étaient colorées en rouge. Comme c'est un oiseau nocturne, eh bien, pour les Malgaches, lorsqu'on rencontrait l'oiseau, la djinn,
c'est que ça annonçait un danger. Vous avez ici toute la symbolique du choix de cette désignation effectuée par des fondateurs qui étaient des fondateurs férus de la tradition, des us et coutumes malgaches. Et ça marque aussi un aspect identitaire. Contrairement au Panama, par exemple, qui était un parti clandestin urbain, vous avez ici la DJIN, qui était une société secrète rurale. Et c'est la rencontre entre Munjadjon, qui était en résidence politique surveillée en ville Manakar, en application d'un décret qu'on appelait le décret Kaila, et la rencontre donc de Munjadjon avec Ravelna Edmond, qui était agent d'affaires et ancien de la VVS à Manakar en 1943, qui sera à l'origine de la création de la DJIN. Et la DJIN s'est donné pour but, d'après le témoignage du président Munjadjon, de former idéologiquement les jeunes, surtout les jeunes paysans des concessions coloniales, les organiser et les entraîner à la lutte politique. Elle recrutait les jeunes ruraux travaillant dans les concessions coloniales de cette région et s'organisait comme la VVS en cellules de 5 membres, indépendantes les unes des autres, et pratiquait aussi les rituels d'adhésion. Vous avez ici une photo montrant Munjadjon en 1945, à 35 ans, et lorsqu'il avait atteint l'âge, en 1956, cette fois-ci, la deuxième photo. La première le montre en tant que migrant, avec chemise et veston, mais ce qu'il faut noter ici, c'est le sourire qui est très communicatif. Munjadjon est en confiance et nullement intimidé par la prise de photos. Imaginez un peu un monsieur qui vient de l'Andouille profond, qui est photographié en 1945 à 35 ans à Tana, mais il n'a pas du tout de problème à se faire photographier. En 1956, la coiffure a changé, le sérieux est celui de l'aspirant à un rôle national, presque un intellectuel citadin, si on regarde la photo. Impassibilité, manteau, cravate. Eh bien, la DJIN, donc, au cours de l'année 1945, va connaître un autre développement dans son organisation. Ravelna Edmond recrute ses anciens compagnons de la VVS. Vous avez encore là un modèle de réseautage, comme ce qui s'était passé lors de la VVS, lors du Panama. Et ses anciens compagnons, c'était Ramanana Philippe, Rabar Raphaël. Et ils vont former le premier bureau de la DJIN, avec comme président Ravelna Edmond, vice-président Munjadjon et Ramanana Philippe, qui assermentaient les nouveaux membres, qui officiaient donc pour les rituels d'adhésion. Vous avez comme trésorier Ravalson Emmanuel, comme secrétaire Ravelnanus Douce, comme chargé des questions militaires et des anciens combattants, déjà, à ce moment-là, Rabar Raphaël, l'ancien de la VVS. La DJIN va connaître rapidement un succès auprès des jeunes ruraux des marais d'Ambil et des zones environnantes. Et ce succès va être aidé aussi par une conjoncture marquée par le deuxième effort de guerre imposé aux Malgaches par la France libre
après le premier à l'époque vichiste. Madagascar a connu 2 efforts de guerre, c'est-à-dire la participation des Malgaches, la contribution des Malgaches pour la réussite de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait eu un premier effort de guerre imposé par l'administration coloniale vichiste, mais à partir de 1943, vous avez Madagascar et la France d'ailleurs qui va basculer vers le gaullisme cette fois-ci. C'était le général de Gaulle qui était à la tête de l'État français et il avait envoyé un contingent militaire pour prendre Madagascar aux mains des vichistes. Et à partir de là, le général le gentilhomme va imposer un deuxième effort de guerre. Les conséquences socio-économiques de ce deuxième effort de guerre, ajouté au premier, vont être terribles pour la population malgache, surtout rurale. L'effort de guerre va appauvrir davantage cette population déjà confrontée à la disette causée par les cyclones et les sécheresses, à cette population qui vivait quotidiennement la vexation, les abus des réquisitions de main-d'œuvre pour les travaux dans les champs de café des colons, au doublement des peines de l'indigénat et surtout aux privations et à la souscription publique au profit du fonds d'armement du général de Gaulle. Vous avez ici la photo d'un ancien combattant de la djinn que nous avons réussi à photographier à Tulunguin, Fort Carnot, lors des célébrations du cinquantenaire de 1947, en avril 1987, lorsque une association regroupant des jeunes historiens malgaches, l'association Tamberm, avait organisé ce qu'on appelait le parcours des combattants de 47 à Tulunguin, Fort Carnot. Et ce combattant, à ce moment-là, pour montrer aux jeunes qu'on avait amenés là-bas, dans le cadre de ce qu'on appelait le Fanil Mépite, c'est-à-dire le passage du flambeau, eh bien, il avait mis sa tenue lors des combats, lors de la guérilla dans les forêts, ses armements, lance, tout ça, le chapeau. C'était des combattants qui étaient nus, comme vous le voyez sur la photo. Vous voyez un peu le choc auprès des jeunes élèves qu'on avait sélectionnés parmi les meilleurs en histoire-géographie des principaux lycées de Madagascar, des chefs-lieux de province. Et je vois ici parmi l'assistance des membres de cette association d'historiens qui sont là, présents aujourd'hui aussi, et qui peuvent se souvenir très bien des péripéties de l'organisation de ce parcours des combattants de 47. Parlons des sociétés secrètes du parti MDRM et de la voie de la violence armée pour recouvrir l'indépendance. Là, vous avez la photo des 3 parlementaires malgaches de cette époque-là, des parlementaires qui étaient des démiurges pour la population malgache. Racet, le docteur Racet, Rabé Mananzar, qui était un écrivain, un poète d'expression française, et le docteur Rafouang Andenaval Joseph. Le MDRM, Mouvement démocratique de la rénovation malgache, est créé le 11 février 1946 à Paris, parce qu'on ne pouvait pas encore créer un parti politique dans l'île à cette époque-là. Et l'objectif, c'était de négocier l'indépendance de l'île, de négocier une loi
auprès du Parlement français et pour redonner l'indépendance à Madagascar. La création du parti MDRM, comme vous le voyez, en 1940, février 1946, eh bien, c'est une création qui est postérieure à la création des sociétés secrètes Panama et DIN. Mais les liens entre le MDRM, le Panama et les DIN ont été très, très étroits. Voici un exemple qui illustre ces liens. Au niveau de la continuité des hommes, Joseph Ravoin, Joseph Rassette sont des anciens de la VVS. Au niveau du Panama et de la DIN, vous avez aussi, on retrouve des anciens de la VVS, comme le pasteur Rachima Félix, par exemple, Ravel Edmond et Rabat Raphaël. Autre élément, le parti MDRM, dans son recrutement, se reposait sur les cadres des sociétés secrètes. Ce qui explique que le parti va utiliser aussi les rituels d'adhésion des sociétés secrètes pour faire l'adhésion de ses membres. Le parti MDRM a pu bénéficier donc, dès son installation et de l'installation de ses organes territoriaux dans l'île, de ce ralliement des cadres des sociétés secrètes, Panama et DIN, qui quadrillaient déjà à ce moment-là pratiquement toute l'île. D'ailleurs, avant l'installation des organes territoriaux du parti MDRM dans l'île, eh bien, les sociétés secrètes se sont volontairement érigées en comités électoraux de Ravouang et de Rassette. Le MDRM va connaître ainsi un développement exponentiel, un développement très très rapide, atteignant pas moins de 400 000 membres en quelques mois dans tout Madagascar. Et le MDRM va aussi connaître un succès triomphal aux diverses élections organisées dans l'île. Comment alors appréhender et expliquer la marche vers le déclenchement de l'insurrection armée, alors que vous avez donc un parti légal qui a connu rapidement un succès phénoménal? Eh bien, il faut d'abord noter que à partir d'octobre 1946, vous avez déjà une tendance vers le divorce entre les dirigeants des sociétés secrètes Panama et DIN et les leaders, les parlementaires du MDRM. Ce que va déboucher, en fait, c'est sur la ligne concernant les demandes d'indépendance, c'est cette ligne qui a posé des problèmes. Les parlementaires continuaient à dire que c'est leur ligne parlementariste, une ligne reposant sur une négociation avec l'administration coloniale qui était la meilleure et qui pouvait faciliter rapidement l'accession de Madagascar à l'indépendance, alors que les leaders des sociétés secrètes commençaient à se poser des questions parce que chaque fois que les députés partaient en France assister aux sessions parlementaires, à Tana, on espérait qu'au retour de ces sessions, les parlementaires ramenaient avec eux l'indépendance de l'île. Mais chaque fois, pendant toutes les sessions parlementaires de 1946 jusqu'à 1947, eh bien, l'indépendance attendez. Autre chose, vous avez les problèmes que vivait la population, que vivaient les ruraux. Or, à ce moment-là aussi,
à part cette fracture profonde qui opposait les députés du MDRM, partisans de la voie légale, aux chefs des sociétés secrètes, partisans de l'insurrection armée, vous avez aussi les discours. Et au niveau des discours, lors des campagnes électorales, bizarrement, ces discours se rejoignaient. Les discours des parlementaires, comme les discours des cadres des sociétés secrètes. C'était des discours de propagande, et campagne électorale oblige, c'était des discours très très virulents à l'encontre de la colonisation française. Alors vous imaginez un peu la réaction, par exemple, de l'opinion publique, surtout l'opinion publique rurale, qui ne comprenait pas. Pour eux, ce discours violent se traduisait par se préparer donc à la violence armée pour recueillir l'indépendance du pays. Et il y a eu un rapprochement entre les leaders du Panama et de la Guinée en octobre 1946. Et vous avez un nouveau personnage qui sera proposé à la tête de l'organisation unifiée Panama-Guinée. Ce nouveau personnage, c'est Rakutunrabe Samuel, un industriel du tabac qui était propriétaire de l'usine de torréfaction de tabac Bateravoul, qui se trouvait en Tanmen. C'est lui qui va prendre le leadership de l'état-major unifié Panama et Guinée. Et au moment du déclenchement de l'insurrection, et jusqu'à sa capture par l'administration coloniale, il sera le généralissime des troupes de l'insurrection populaire armée lors des événements de 1947. Et les membres de l'état-major unifié Panama et Guinée se partageaient les zones de préparation dès la mi-mars 1947. À Mouramang, c'était Razafnabe Victoria, qui appartenait à la Guinée. À Manakar et dans le sud-est, c'est Rabar Raphaël et Radorson Michel, qui appartenaient tous deux à la Guinée. Dans la région de Landouille et Fort-Dauphin, c'est Ramar Missa Raoul de la Guinée. À Majenga, Rakutorson Augustin de la Guinée. À Tuléar et Mournda, Ramarwet de la Guinée. À Diego Suarez, Samuel Georges et Raminorson du Panama. À Tamata, Vandemse Lucien Panama. À Fenarantsou, Ratsaf Samuel, Khan et Radorson Michel de la Guinée. Et à Antananarivo, vous avez Rakutunrabe Samuel, Guinée et Panama. Joël Sylvain, Guinée. Razaf Ndalam Thomas, Rakutunrabe Grégoire Ranavsom Jérôme Panama et avec le lieutenant Rademar Manan. Joël Sylvain, c'était un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Le point de rupture va être atteint à la veille du 29 mars 1947. Les sociétés secrètes sont les moteurs de l'insurrection en déclenchant avant le 29 mars 1947 déjà dans diverses localités des actions clandestines. Ils ont organisé des maquis. Et leurs cadres ont organisé cette guérilla au nom du parti MDRM avec l'appui des partisans et d'anciens combattants. Et d'ailleurs, conscients du problème, les parlementaires, le 27 mars 1947, face aux rumeurs de soulèvement, eh bien, les parlementaires ont envoyé le fameux télégramme d'appel au calme, les appelant au calme donc, et à éviter toute provocation. Cependant, les cadres des sociétés secrètes nationalistes, lassés par les manœuvres parlementaires, eh bien, considéraient que la liberté ne se demande pas, elle s'arrache. Ils s'appuyaient sur une base paysanne exaspérée par le travail forcé et les réquisitions. Et à 10 heures, le 29 mars, dans la nuit du 29 au 30, vous avez le déclenchement de l'insurrection populaire armée de 1947. C'est parti de Mouramang.
Rapidement, cette insurrection va atteindre la partie orientale de Madagascar surtout, avec comme point important Muramang et sa région au nord, au centre, c'est la zone de Marlambe, et au sud-est, ce sera principalement Manakar et Fort Carnot. Vous avez dans les villes comme Diego Suarez, comme Tamatave, comme Majenga, comme Maitran, comme Mourndave, comme Tuliar, comme Fort-Dauphin, vous avez Fianarantsoa, vous avez des tentatives qui ont été effectuées par les forces patriotiques, mais malheureusement, ils ont échoué. Ça s'explique par le fait que ces villes, dans les villes, il y avait des casernements militaires avec beaucoup d'armement du côté de forces coloniales. Mais, par la suite, l'action des forces nationalistes se sont concentrées autour des deux pôles que j'ai cités tout à l'heure, avec le maréchal Razafnabe Victorien dans le nord et Radorson Michel dans le sud-est de l'île. Vous avez ici les principaux chefs qui ont appuyé le maréchal Razafnabe Victorien, premier maréchal malgache, donc le 17 juillet 1947. Vous avez Rakutson François, puis Bas Jérôme, Ralaïzoukun Radzon, qui s'est fait appeler le maréchal Rommel. Vous voyez très bien le distinguo par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Tout était symbolique pour contrer les Français. Le maréchal Rommel, c'est un militaire allemand. Vous avez aussi Ramarman, Panuel, Boutmarn, Ravelson et Toudiassi. Vous avez ensuite l'organisation de ces états-majors avec un président, un vice-président et des conseillers pour le commandement et un bureau civil, un bureau de commandement, un bureau militaire, un bureau de ravitaillement. Au niveau du secteur sud, dirigé par Dorson Michel Dirakoutsafi, vous avez la République indépendante du Pharaon, qui était dirigée, dont le président était Sobitaka. Nous l'avons rencontré aussi au moment de notre collecte de témoignages, et nous l'avons même ramené à Tana au moment du quarantenaire de l'insurrection de 1947, lors d'un événement qu'on avait appelé les témoignages des vrais combattants de 1947. Et d'ailleurs, c'est le premier malgache qui avait porté le titre de président d'une république. Et on l'avait mis en face à face avec l'amiral Ratsirak, qui était le président de la République à cette époque-là. Et on avait demandé au président de la République de le saluer militairement. Et il l'a fait, pour vous dire. Vous avez aussi Ralevo Joseph, dont le PC était en Bougnon, à 44 km à l'ouest de Mananzar. Vous avez Douda Bernard, qui était le chef du triangle Embouche dans Boumanga du Sud, dans Boumassou, avec le maréchal Lewa, qui était un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale aussi, et qui était revenu dans le pays. Nous l'avons rencontré aussi. Les forces nationalistes vont affronter l'armée coloniale française, renforcée par l'arrivée de contingents marocains, sénégalais, algériens, jusqu'en septembre 1949. Ces forces nationalistes ont misé sur leur combativité, leur maîtrise du milieu et une discipline tactique rigoureuse qui était imposée par les anciens combattants revenus
de la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons y revenir. Et même dans les témoignages aux archives militaires de Vincennes, nous avons retrouvé des témoignages des officiers français qui étaient responsables des secteurs dans la zone d'insurrection, qui ont reconnu la valeur de leurs adversaires, c'est-à-dire la valeur des combattants patriotiques. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un rôle majeur qui était tenu par les tirailleurs malgaches de retour de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été un véritable catalyseur de la révolte. Voici par exemple comment ils ont influencé le conflit et les sociétés secrètes. Avant 1939, l'image du Français à Madagascar était celle d'un être supérieur et invincible. En Europe, qu'est-ce que les tirailleurs ont vu? Ils ont vu la défaite française de 1940, qui, pour eux, traduisait la fragilité de la puissance coloniale. Ils ont vu des Français souffrir pour la nation française, mourir même pour la nation française, être faits prisonniers par les Allemands pour la nation française. Mais pour eux, ça traduisait aussi le fait que ces soldats français étaient comme tous les hommes, comme tous les êtres humains, avec leurs faiblesses. Lorsqu'ils sont revenus au pays, eh bien, ils ont pris conscience qu'ils ont souvent été ils ont pris conscience en France qu'ils étaient mieux traités par les populations françaises, les populations civiles. Ils étaient mieux traités par leurs compagnons d'armes. Mais lorsqu'ils étaient revenus à Madagascar, ce n'était plus pareil. Ils étaient traités comme tous les indigènes, alors qu'ils ont versé leur sang. Il y a eu des morts pour la France. Ils rentrent donc avec la conviction que la domination française n'était pas ni naturelle, ni éternelle. Eh bien, autre chose, ces anciens combattants se sont mis à la disposition des sociétés secrètes et ils ont apporté leur expertise militaire. Parce que contrairement aux civils, aux ruraux, c'était des combattants qui savaient manipuler les armes, qui savaient organiser des embuscades, qui savaient structurer une hiérarchie de commandement. Ayant risqué leur vie pour la France, ils n'acceptaient plus d'être des sujets de seconde zone. Troisième élément, le rôle tactique de ces anciens combattants durant l'insurrection de 1947. Pour eux, c'était leur deuxième guerre, pour ceux qui étaient revenus de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ceux qui étaient déjà installés ici aussi et qui étaient des anciens de la Première Guerre mondiale. C'était leur deuxième guerre. Et cette fois-ci, c'était pour le Tandraza, la patrie. Et ces anciens tirailleurs vont occuper les postes clés lors de cette insurrection populaire armée. Il y avait l'encadrement des insurgés. Ils ont réussi à transformer des paysans armés de saguets en une force capable de mener une guérilla. La connaissance de l'adversaire. Ils connaissaient les tactiques de l'armée française, ses points faibles, ses modes de communication. Vous avez ici une photo de ces tirailleurs malgaches lors de la Première Guerre mondiale, parce que c'était très significatif. 13e bataillon des tirailleurs malgaches. Quatrième point, eh bien, l'armée française va très vite identifier le danger que représentaient ces anciens combattants. Et lors de la répression, ils ont été les cibles prioritaires des exécutions sommaires effectuées par
l'armée coloniale française. Le pouvoir colonial les considérait comme des traîtres à l'uniforme qu'ils avaient porté, ce qui explique en partie la violence extrême de la réponse militaire française. Toutefois, pour les Malgaches, ce rôle des anciens combattants est un des éléments contributifs majeurs avec le rôle des sociétés secrètes pour comprendre comment une colère paysanne est devenue une insurrection militaire armée. Et le bilan de cette insurrection populaire armée, c'est que, au niveau de la pacification, ça a été terriblement dévastatrice sur le plan humain. Au niveau du bilan humain, le chiffre officiel, je me réfère au chiffre officiel de l'époque, eh bien, ce chiffre officiel parlait de 89 000 morts, qui va être revisé plus tard par certains historiens, mais toujours est-il, le traumatisme reste immense. La famine et les maladies, eh bien, à ceux et celles qui étaient morts au combat s'ajoutent les victimes de défenestration par avion, de faim et de maladies dans les forêts, en fuyant les opérations de nettoyage de l'armée coloniale de pacification. Nous verrons tout à l'heure, et vous avez parmi vous un extrait du témoignage d'Indrenlidi qui parle comment, par exemple, les familles et les femmes ont vécu l'insurrection dans les forêts. Mais vous avez aussi des pertes de patrimoine foncier et immobilier, parce que beaucoup de nationalistes se sont vus dépossédés à la suite des procès de leurs biens. L'échec militaire de 1947 donc, et la répression ont provoqué un traumatisme tenace. Et le monde rural, qui avait porté l'insurrection, s'est replié sur lui-même, traumatisé par l'ampleur des massacres. Et il a fallu attendre la période après 1971 pour que les témoignages des combattants ruraux nationalistes soient accessibles. Pourquoi 1971 ? Parce que 1971 marque le début, le 1er avril 1971, de la révolte des paysans du Sud, animée par le parti Monima, Mouvement national pour l'indépendance de Madagascar en français, Madagascar ou Malgache en malgache, dont le leader était qui ? C'était le président Mondjadjon. Et à partir de 1971, eh bien, vous avez des mouvements qui vont se déclencher, qui vont mener en 1972, le 13 mai 1972, à la fin de la Première République, qui était considérée comme étant une république néocoloniale. On n'avait pas une vraie indépendance. Voyons maintenant le rôle des femmes dans les forêts durant l'insurrection de 1947. Ce rôle est souvent resté dans l'ombre. On a toujours les récits de combats masculins. Pourtant, les femmes ont constitué la colonne vertébrale logistique et sanitaire de la résistance. Sans leur implication, la survie des milliers de civils et de combattants cachés dans la forêt tropicale de l'Est aurait été impossible. Les femmes ont été le système nerveux de la rébellion. Ils ont joué un rôle crucial au niveau, par exemple, du renseignement. Elles s'infiltraient dans les villages contrôlés par l'armée française, sous prétexte de commerce ou bien de visite familiale, pour collecter des informations sur les mouvements de troupes. Elles servaient aussi de transport des plis contenant les ordres. Elles transportaient des messages codés entre les différentes cellules des sociétés secrètes cachées dans leurs coiffures tressées, leurs vêtements ou leurs paniers de nourriture. Elles utilisaient aussi des signaux sonores pour déclencher des alertes. Ces signaux sonores, ce sont des cris d'oiseaux qu'elles répétaient, des sifflements, ou bien des signaux visuels avec des lampes de poche pour prévenir les camps en forêt de l'approche imminente des colonnes de répression. Les femmes étaient aussi des aides-soignantes de l'ombre.
En forêt, les conditions sanitaires étaient catastrophiques. Paludisme, dysenterie, plaies de guerre. Eh bien, en l'absence de médicaments modernes, les femmes ont utilisé et ont mobilisé la pharmacopée traditionnelle. Elles sont devenues ainsi, vraiment, elles ont maîtrisé la connaissance approfondie des plantes médicinales malgaches pour soigner les blessés et les malades. Elles servaient aussi d'assistantes aux quelques médecins ou infirmiers passés à la clandestinité, extrayant parfois des balles ou soignant des infections avec des outils rudimentaires. Elles servaient aussi d'accoucheuses traditionnelles sans diplôme. De nombreuses femmes ont dû accoucher dans la forêt, dans des conditions d'hygiène précaires et sous la menace constante des bombardements ou des patrouilles. Les femmes étaient aussi les ravitailleuses de la survie. Les femmes étaient les principales responsables de la logistique alimentaire, une tâche vitale, alors que l'armée française pratiquait la politique de la terre brûlée, destruction des grenadiers, etc. Les femmes risquaient leur vie pour retourner de nuit dans les champs abandonnés ou les villages surveillés pour ramasser du manioc, des patates douces ou du riz sauvage. Elles assuraient la préparation des repas pour les combattants, une tâche complexe, car la fumée des feux de cuisson pouvait trahir la position des camps auprès de l'aviation française. Elle jouait aussi un rôle moral et symbolique. Vous avez le soutien psychologique. Elles étaient les gardiennes de la cohésion familiale et communautaire au milieu du chaos et des fuites dans les forêts. Certaines ont prêté le serment de sang, au même titre que les hommes, s'engageant au secret absolu sur la localisation des grottes et des abris. Et la capture des femmes par les forces coloniales, durant la répression de 1947, a donné lieu à des sanctions et des exactions spécifiques qui visaient à briser le moral de l'insurrection en s'attaquant aux piliers de la famille. Les filles et les femmes ont subi des violences sexuelles comme arme de guerre. C'est l'aspect le plus sombre et le plus systématique de la répression contre les femmes. Mais elles subissaient aussi la torture pour obtenir les renseignements. Et enfin, elles subissaient un deuil impossible. Beaucoup ont dû porter seuls la charge des orphelins et la reconstruction des foyers détruits, tout en gardant le silence sur les horreurs subies. Un silence qui a duré plus de 40 ans après l'insurrection. Pourquoi 40 ans? C'est en 1987, lors du 41 de 47, que les femmes ont pu ouvertement, cette fois-ci, tenir des témoignages. La mémoire actuelle de ces femmes à Madagascar, eh bien, vous l'avez. Vous avez un exemple dans les papiers qu'on vous a partagés tout à l'heure sur un article que nous avons recueilli auprès d'Enlidi et que nous avons publié dans un opuscule intitulé Tamberne 1947 en 87. Ces témoignages montrent que les femmes ne sont plus seulement vues comme des victimes collatérales, mais ont été des cibles stratégiques du système répressif colonial. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion et pour terminer cette histoire des sociétés secrètes et des luttes coloniales à Madagascar? Eh bien, notre contribution de ce jour s'appuie sur une analyse rétrospective des témoignages oraux collectés et des récits de vie de ceux qui ont fait l'histoire des sociétés secrètes nationalistes. Ces témoignages nous ont ouvert une autre vision de ce qui s'était réellement passé, ce qui était vécu par les combattants de l'insurrection, les combattantes
de l'insurrection, les jeunes, les enfants, tout ça. Ce ressource orale nous a permis de poser les bases d'une histoire partagée, rendant enfin leur juste place aux acteurs de l'ombre. Notre action au sein des comités nationaux de commémoration a marqué un tournant décisif dans la manière de commémorer l'insurrection. Dès 1987, nous avons placé au cœur de la commémoration du quarantenaire l'hommage dû aux leaders ruraux. Et nous les avons ramenés à Tana. C'est là que l'opinion publique malgache a vu pour la première fois ces leaders ruraux, les Sobitak, les maréchals Lewa, les maréchals Rommel, les Khan et d'autres. Ils étaient une vingtaine et ils ont tenu un témoignage, une tribune de témoignage au gymnase couvert de Mahamassin. C'était aussi en 87 que nous avons placé au cœur de la commémoration aussi les mères de la patrie, piliers souvent invisibles mais fondamentaux de l'insurrection. Et depuis 1997, au sein toujours du comité national de commémoration du cinquantenaire, cette démarche s'est muée en un passage de témoin vers la jeunesse, faisant de l'engagement citoyen, d'ailleurs, l'appellation de la commémoration, c'était Fanil Mempitre, passage de témoin, eh bien, faire de l'engagement citoyen un héritage vivant et actif. Ce travail n'est pas qu'un simple rappel des faits. C'est un acte de redevabilité profonde envers ces combattants de la liberté. En permettant à ces figures de l'émancipation de sortir de l'oubli, nous transformons leur combat passé en un devoir de mémoire tourné vers l'avenir. Un grand merci au musée de la photo qui nous a permis de poursuivre ce partage essentiel. Merci. Merci à l'assistance.